Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver, auditeurs de la RPA, sur rendez-vous d'information de ce lundi 18 mars 2024, dont voici le sommaire. Les discours contradictoires du numéro 1 burundais tenus ces derniers jours démontrent combien les autorités burundaises ne se préoccupaient pas du tout du bien-être de la population. Vous aurez les précisions dans cette édition. Au sommaire également, le Burundi s'achemine lentement vers son effondrement suite à l'insécurité permanente causée par la politisation et la mauvaise gestion de l'armée et de la police, estime la coalition burundaise de l'opposition, Sénaré de Giriteka, dans son mémorandum de février dernier. Arrestation d'une personne aux allures d'enlèvement dans la nuit de ce dimanche en zone Ndava, commune de Uganda de la province de Chibitoke, par des personnes en tenue militaire. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page politique. Remuer le couteau dans la plaie, tel est le terme adéquat pour qualifier les discours prononcés ces derniers jours par le numéro 1 burundais. Non seulement ces discours démontrent combien les autorités burundaises ne se préoccupaient pas du tout du bien-être des administrés, mais ils sont également pleins de contradictions. À telle enseigne que plus d'un s'interroge sur le degré de responsabilité de nos gouvernants. Josiane Mouzaneza a décortiqué pour nous certains de ces discours. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au point où nous ne comptons sur aucune aide extérieure et c'est plutôt nous qui portons assistance aux autres. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien la voix du numéro 1 burundais, son Excellence le président Évariste Ndayishimiye. Et ce paradis terrestre chanté n'est autre que le Burundi qui, selon lui, s'autosuffit, n'en déplaise aux mauvaises langues, comme il les a appelées. Ça fait énormément du bien de gouverner des gens heureux. Tous les Burundais se réjouissent à présent de leur quotidien, exception faite des Burundais qui sont esclaves de Rwanda. Ceux-là ne cessent de grincer les dents et de médire. C'est pour cela que je les appelle à quitter le Rwanda et à rejoindre leur pays, le Burundi, où tout est merveille et bonheur. Serait-ce la pauvreté sans nom et la précarité dans laquelle vivent bon nombre de Burundais qui les poussent à se réjouir, ou est-ce la pénurie du sucre, de l'eau et de l'électricité qui les mettent en état d'extase? Se pourrait-il que les Burundais ont compris qu'être privés de carburant constitue un avantage pour eux, surtout pour leur performance physique? Est-ce que réellement les Barundi sont un peuple heureux comme le prétend le numéro 1 burundais? Ou s'agit-il d'un énième buzz du président Ndayishimiye? Serait-il sûr de ce qu'il avance, ou ces mots étaient uniquement destinés à amuser la galerie? Une chose est sûre, c'est que les questionnements se bousculent dans la tête de la plupart des Burundais et le seul à les éclairer sur la véracité de ces dires véhiculés dans différents discours n'est autre que leur orateur, à savoir le président Évariste Ndayishimiye lui-même, qui, dans une autre de ses nombreuses allocutions, a tenu un autre langage diamétralement opposé à l'Éden burundais, tantôt vanté. Des fois, je me demande ce qu'on fera quand les caisses de l'État seront vides. Tomber en faillite, ça peut arriver. Je vous ai toujours dit de considérer le pays comme une entreprise. Et non seulement nous sommes des fainéants, et même le peu qu'à le pays ne cesse d'être détourné, sans parler des gens qui sabotent tout le temps nos projets. Alors dites-moi, quelle autre solution nous restera-t-il à part l'exil le jour où le pays sera en faillite? Vous vous imaginez l'ampleur de cela? Allez consulter la Bible. N'est-ce pas que les Jacob se sont exilés à cause de la famine? Malgré le fait que ces deux discours sont aux antipodes, ils ont été prononcés par une et une même personne, et pas n'importe laquelle, le président Évariste Ndayishimiye. Alors, que croire? Les Burundais vivent-ils dans un paradis terrestre ou sont-ils au bord de la faillite? Et si l'on privilégie la deuxième version qui prône la catastrophe, le numéro 1 burundais sera-t-il à mesure de secourir son peuple, notamment en veillant à stabiliser les prix des produits de première nécessité qui ne cessent de monter vertigineusement,
ou optera-t-il pour la politique de « après moi le déluge ». Là aussi, le président Ndayishimiye n'a pas manqué de montrer combien il ne se soucie point du calvaire de ses administrés. En peu de mots, à tout ce monde qui espérait de sa part un quelconque soupçon de responsabilité ou du moins d'humanité, il leur a dit ceci. Il y en a qui se lamentent comme quoi les prix sur les marchés ne cessent de grimper. Mais débrouillez-vous pour vous en procurer. Est-ce que moi, je me suis déjà plaint auprès de vous de la montée du prix des pommes de terre, du haricot ou du maïs? Jamais, parce que je puise dans mon stock. Je dispose d'une tonne de millet, des tonnes et des tonnes d'arachides, de maïs, de haricots, de riz, etc. Comment voulez-vous que je sache si les prix ont augmenté ou pas? Ici, la question à se poser est de savoir qui sauvera finalement les Burundais qui continuent de croupir dans une misère sans nom, puisque le président lui-même s'en lave les mains. Merci à toi, Josiane Mozaneza. Le président Evariste Ndayishimiye gronde en même temps les autorités animées de la corruption et détournement des fonds publics. Il aimerait ainsi convaincre l'opinion nationale et internationale qu'il serait à l'œuvre pour les punir sérieusement, alors qu'il est lui-même parmi les principaux ténors du parti CNDD-FDD à entretenir cette corruption et détournement. Le point avec Hérode Divermesh. Le président Evariste Ndayishimiye fait savoir qu'il a manqué, depuis qu'il est au pouvoir, des sanctions adéquates à infliger aux autorités du pays accusées de la corruption et de détournement de fonds publics. Pour le chef de l'État, l'incarcération de ces autorités ne suffit pas. Il faudrait aussi les soumettre à la chicote du temps de la colonisation. Des fois, je me demande de quel genre de punition a infligé aux autorités du pays. Cette punition m'échappe. Ne serait-il pas nécessaire de réinstaurer la chicote du temps des Belges? Moi, il y a des gens qui m'étonnent, comme ceux qui entretiennent la corruption et détournent l'argent de l'État. Pour moi, il ne faudrait même pas les emprisonner. Ils mériteraient tout simplement d'être fouettés et humiliés tout en étant en costume. Quoique le président Evariste Ndayishimiye semble dédaigner le peuple burundais en lui jetant de la poudre aux yeux, il est lui-même conscient de multiples dossiers de corruption et détournement dont il est cité. Ici, l'on noterait le dossier des 54 milliards destinés à la construction du barrage de Manda, alors qu'il était le secrétaire général du parti CNDD-FDD. Evariste Ndayishimiye est directement impliqué dans ce dossier, comme ayant perçu la part de 7 milliards. La radio publique africaine a suffisamment traité le dossier et le président Evariste Ndayishimiye avait promis de poursuivre les auteurs de ce crime économique. Néanmoins, il s'est rétracté pour par la suite laisser tomber l'affaire. Autre fait, le président de la République en personne est responsable de détournement de 27 millions de dollars américains parmi les 120 millions de dollars débloqués par la banque centrale BRB, soi-disant pour importer le carburant via la société Prestige de son épouse Angéline Ndayishimiye, équivalent à plus de 80 milliards de francs burundais. Cette somme est endossée à Evariste Ndayishimiye, au directeur général du service national de renseignement, le général-major Ildefonse Habarurema, et à l'ancien gouverneur de la BRB, Dieudonné Moulengrano Ali, qui a été emprisonné une courte durée, puis relâché. Les trois personnalités sont les seules responsables de détournement de ces 27 millions de dollars, ce qui prouve que le président Ndayishimiye est personnellement impliqué dans la corruption et le détournement qui gangrène le pays, surtout dans les dossiers en rapport avec des sommes colossales. Merci à toi, Hérode Divermesh. Après une petite transition, nous parlons droit de l'homme. Je vous le disais en titre, arrestation d'une personne aux allures d'enlèvement en zone Ndava, commune de Buganda de la province de Cibitoke par des personnes en tenue militaire dans la nuit de ce dimanche. Sa famille ainsi que ses voisins plaident pour que sa vie soit épargnée, vu la manière dont il a été malmené. Elle n'a pas été informée où il a été conduit, non plus le mobile de son arrestation. Le point avec Dani Claire, il la trouve. Ces cris de détresse et de supplication des membres de la famille de Melchior Ndikumana ont été entendus la nuit dernière au quartier Bumye en zone Ndava de la commune de Buganda. C'était vers 22h que des personnes en tenue militaire ont pénétré de force au domicile de Melchior Ndikumana, un enseignant de la zone Ndava, et ils l'ont embarqué par la suite dans une camionnette double cabine blanche après avoir malmené sa femme et ses enfants. L'un des voisins de cette famille
famille raconte ce qui s'est passé et indique qu'il aurait été victime d'avoir appartenu longtemps avant au parti CNL. Je suis un voisin de Melchior Ndikumana qui enseigne au village de Ndava. Hier soir, nous avons aperçu une camionnette double cabine blanche à l'intérieur de laquelle se trouvaient des militaires qui sont venus l'arrêter. C'était 22h17. Ils sont entrés dans sa maison et ils ont frappé ses enfants ainsi que sa femme. Pourtant, il n'avait aucun problème avec ses voisins. C'est quelqu'un qui est sociable, mais parce qu'il était auparavant membre du parti CNL et qu'il avait été persécuté, il a abandonné son parti politique. À présent, il n'avait aucune appartenance politique. Étant donné que ceux qui ont procédé à l'arrestation de Melchior Ndikumana n'ont pas présenté son mandat d'arrêt, ses voisins supplient la justice ainsi que les forces de l'ordre de suivre de près où ce citoyen a été amené afin que sa vie soit épargnée, vu que plusieurs personnes ont été tuées de cette manière. Nous avons été étonnés de voir qu'ils sont venus l'arrêter pendant la nuit. Nous avons essayé de suivre la véhicule qui l'a amené et nous avons entendu qu'il s'est dirigé vers Bujumbura. Nous vous demandons d'alerter pour ce citoyen afin qu'il ne soit pas exécuté comme les autres, car si une personne est en conflit avec une autre, c'est bien de l'arrêter pendant la journée avec un mandat d'arrêt. Et si le Burundi est un pays sans aucune loi, maintenant, si on est en conflit avec une personne qui vient l'arrêter la nuit, ou bien qui saisit la justice pour qu'elle puisse vous écouter, nous vous en supplions plaider pour lui. La rédaction de la RPA a pu contacter par téléphone l'administrateur de la commune Buganda, Pamphile Hakizimana, pour qu'il donne des éclaircissements sur l'arrestation de ce citoyen. Cependant, il nous a répondu qu'il ne peut pas donner des informations au téléphone, que nous devons nous présenter à son bureau. Le Burundi s'achemine lentement vers son effondrement selon le scénario de Griteka. Dans son mémorandum de février, cette coalition de l'opposition estime que le pays est en insécurité permanente à cause de la politisation et la mauvaise gestion de l'armée et de la police. Le point avec Emile Nibasumba. L'armée et la police sont parmi les responsables des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires, des tortures, des arrestations arbitraires, des emprisonnements injustifiés, des dépouillements des citoyens et de la confiscation des biens d'autrui, poussant ainsi de nombreux citoyens à l'exil selon le Sénared. Ces forces sont excessivement politisées selon cette plateforme de l'opposition burundaise qui explique que par exemple un groupe occulte de haut gradé de l'armée et de la police prend toutes les décisions importantes de manière exclusive. Cette politisation de l'armée et de la police se manifeste aussi par le fait que leurs représentants aux réunions stratégiques du parti CNDD-FDD dictent la ligne à suivre et désignent les candidats à élire à tous les niveaux, selon cette coalition politique de l'opposition burundaise. Le Sénared évoque aussi l'affichage ostentatoire d'appartenance au parti des officiers servant directement les intérêts d'un dirigeant politique spécifique ou d'une clique au sein du pouvoir, le contrôle monopolistique des marchés publics et de tous les secteurs de commerce et des affaires du secteur privé, l'affectation et la nomination au poste de commandement dans les missions officielles ou occultes basées sur l'origine ethnique et la sensibilité politique, les nominations excessives de militaires et de policiers dans les fonctions politiques, ainsi que l'administration territoriale et la gestion des entreprises publiques et parapubliques. La gestion des forces de sécurité burundaises évoque de plus en plus celle d'une milice chargée de protéger les intérêts de l'oligarchie politico-militaire et de promouvoir son idéologie, raison pour laquelle, selon le Sénared, ces forces deviennent indisciplinées, corrompues et manquent de professionnalisme
malgré leur rôle républicain. Cela se manifeste par le trafic d'influence au sein de ces institutions, l'envoi des militaires burundais pour combattre sous le drapeau et l'uniforme dans notre pays, la confusion des rôles entre l'armée et la police, ainsi que l'intégration de la milice Imbonerakure dans les forces de défense et de sécurité constitutionnelle. Le Sénarède indique aussi que les équilibres convenus à Arusha ont été sciemment rompus par l'oligarchie en place, compromettant ainsi dangereusement l'esprit inclusif et participatif de cet accord de paix et de réconciliation, ainsi que le caractère authentiquement national et républicain de ces institutions. En plus de l'armée et de la police, le Sénarède pointe du doigt le service national de renseignement et les Imbonerakure dans la pérennisation de l'insécurité dans le pays. À part que la démocratie n'existait pas au Burundi, bien que les élections approchent, ce régime politique n'a jamais existé et même dans le passé. C'est du moins l'avis de Francis Lohero, président du parti Fraternité des Patriotes INESA, au cours de l'émission Ijamboni Gwawe de la RPA. Ce politique trouve qu'il y a encore du temps pour que le Burundi connaisse un régime démocratique, d'autant plus qu'il existe encore plusieurs actions à mener, lesquelles actions sont liées au bien-être de la population dans son ensemble. Ce n'est pas parce que les élections peuvent bien se tenir aujourd'hui ou demain que l'on peut affirmer que la démocratie existe. Dans certains cas, le vainqueur des élections ou ceux qui aspirent au changement, quand ils voient qu'ils atteignent le pouvoir, ils commencent à dire que la démocratie existe. Je pense que la politique de ce pays a été mal orientée depuis longtemps. Tant qu'une personne, du fait de sa colère causée par les mauvais traitements qu'elle a subis, et se dit qu'elle va mener un combat politique pour obtenir un poste et qu'il remplace quelqu'un qui l'a aidé à atteindre son objectif, c'est déjà raté si elle pense que c'est ça la démocratie. Et depuis l'indépendance, je peux affirmer que le Burundi n'a jamais connu de démocratie. Je pense qu'à différentes périodes, les gouvernants ont préparé des élections sur base de la pression des uns et des autres et que cela a permis la tenue des élections. Les vainqueurs pouvaient parler de démocratie, mais est-ce que vraiment la culture du respect des autres prônée par ce régime a été pour autant implantée? Je ne peux pas dire que le Burundi a connu de démocratie. Les élections approchent, mais je me demande si la démocratie est définie par la tenue des élections seulement. Comment nos enfants étudient-ils dès le premier jour de la rentrée scolaire jusqu'à la fin de l'année scolaire pour parler de la démocratie? Comment les malades reçoivent les soins de santé? Le budget de l'État est estimé à 4 000 milliards avant qu'il n'y ait de révision. Comment se fait la gestion de ce budget? Je pense qu'il existe plusieurs aspects à développer sur ce sujet. Je ne crois pas que la démocratie ressort des enthousiasmes de certaines personnes. J'entends souvent des gens qui disent que si certains exilés rentrent au pays et que des accords enterrés, que la démocratie sera présente au pays. Est-ce vrai que cela garantirait une vraie démocratie? Je crois que nous avons encore un long chemin à parcourir pour atteindre la démocratie. Et c'est une école à travers laquelle nous devrions continuer à accumuler des connaissances. C'est la direction pénitentiaire d'une prison qui devrait veiller à la sécurité des détenus et au respect de la loi. Une administration qui ne le fait pas doit subir des sanctions de la part de son IRH. Propos de maître Jean-Claude Niburumosi, chargé du département juridique au sein de la CAT Burundi. C'est suite aux actes de maltraitance qui ont été signalés dans la prison femme d'Ongozi, où une détenue connue sous le nom de Diane Chiza dirige un groupe de prisonnières chargé de torturer les autres détenus. Suivez plutôt maître Jean-Claude Niburumosi, chargé du département juridique au sein de la CAT Burundi. La maltraitance des détenus est devenue monnaie courante au Burundi. À la CAT Burundi, nous dénonçons sans cesse ce genre de comportement. Ces traitements inhumains, susceptibles d'ailleurs d'actes de torture, sont souvent infligés aux détenus par ses pairs sous l'œil complice de la direction de la prison. Il s'agit des actes qui sont souvent utilisés pour faire taire toute
protestation face aux vols et autres formes de dilapidation des biens normalement destinés à la vie des détenus. Pour arriver à ce projet macabre, l'administration divise les détenus et leur impose une représentation. Et celle-ci facilite l'exécution du projet et en revanche bénéficie d'une complicité sur tous les manquements. C'est ainsi qu'il devient intouchable et fait tout ce qu'il veut sans se soucier d'une moindre punition. Normalement, les détenus sont égaux devant la loi portant le régime pénitentiaire au Burundi. Et l'administration pénitentiaire doit veiller à la sécurité des détenus sans distinction aucune. Une administration qui ne le fait pas manque à ses obligations et doit normalement subir des sanctions de la part de son hiérarchie. C'est pour cela que nous demandons à la Direction générale des affaires pénitentiaires de se saisir et redresser cette situation dans les meilleurs délais. Pour la deuxième fois, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Janine Inamahoro, directrice de la prison de Ngozi, mais elle n'a pas décroché son téléphone. Quant à la direction générale des affaires pénitentiaires, personne n'a répondu à notre appel. Parlons des nouvelles de la société. La pénurie d'eau potable inquiète les habitants du quartier Ruziba en zone Kanyosha de la mairie de Bujumbura. Ils indiquent qu'ils n'ont pas d'eau potable depuis 5 jours et demandent à la régie des eaux de trouver des solutions à ce problème. Prise de détail avec Elvis Eliomungeri. Ces habitants du quartier Ruziba, zone Kanyosha, à mairie de Bujumbura, indiquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils peuvent passer 5 jours sans être approvisionnés en eau potable. Notre source fait savoir que même l'eau de forage qu'ils utilisaient en cas de pénurie d'eau potable a également manqué depuis plus d'une semaine. Le problème d'eau potable est un casse-tête. On n'a pas eu de l'eau dans les robinets depuis jeudi de la semaine passée. L'on ne sait pas où se situe le problème. En cas de pénurie, on utilisait l'eau de forage produite par la société appelée Amazuota, inaugurée par le président de la République. Mais depuis mardi de la semaine passée, cette eau n'est pas disponible. On nous a dit qu'il y a eu une panne qui s'est produite et qu'il y aurait un petit métal brûlé et qui ne fonctionne pas. Ces habitants du quartier Ruziba, faut savoir que les conséquences de cette pénurie d'eau sont énormes. Ils indiquent qu'ils utilisent beaucoup d'argent pour l'achat de l'eau alors qu'ils sont dans une situation d'extrême pauvreté. Pour avoir de l'eau à boire, on est obligé de dépenser une somme variant entre 1000 et 1500 francs pour un bidon de 20 litres. Ce bidon est amené par des taxis vélos à Gakungwe. Si tu as une famille, tu es obligé d'acheter 2 bidons et cela aggrave notre situation de pauvreté. Ces habitants du quartier Ruziba demandent à la régie des eaux de trouver des solutions à ce problème. Merci à toi, Elvis Eliomungeri. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Et ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagis. Passez de bons mois chez vous. Au revoir.